Messieurs, dames, on recommence. Je suis très reconnaissant à nos deux intervenants, M. Bragg et M. Keppel, d'avoir eu la gentillesse d'être présent. M. Bragg va commencer par un commentaire d'environ 20 minutes ou un peu plus. Et l'accent de son intervention sera mis surtout sur la question de l'histoire des idées du Moyen-Âge. Et nous profitons de l'avantage que, dans la personne de M. Keppel, la modernité est présente. La modernité avec tous ces soucis qui nous hantent. Also, merci bien. En Angleterre, aux États-Unis, on devrait s'adresser au speaker pour dire « The floor is yours ». Très bien. Bon, je n'ai aucunement l'intention d'expédier qui que ce soit au tapis, pour reprendre l'image du floor. Je suis parti du texte que Peter Sloterdijk avait eu la gentillesse de mettre à notre disposition et qui commençait par deux citations, à savoir celle dont il a été beaucoup question, ite et inflammate omnia, et une autre, orbis non sufficit, qui aurait été, semble-t-il, la devise du roi Philippe II d'Espagne. J'ai appris récemment que unus non sufficit orbis avait été inscrit sur une médaille frappée en 1515, date que tout Français connaît, par François Ier. Ce qui est intéressant, c'est que la première des deux citations, celle d'Ignace de Loyola, relève de la mission, au sens où Peter Sloterdijk l'a défini, donc l'expansion religieuse. La seconde, en revanche, relève du profane, relève du politique, puisqu'elle est une sorte de programme de domination universelle de la part d'une puissance de nature politique. Alors, en ce qui concerne la phrase d'Ignace, je voudrais simplement rappeler qu'elle constitue une sorte de variation sur un thème qui se trouve dans l'Évangile, des paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus-Christ, à savoir « Je suis venu pour jeter du feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois être baptisé d'un baptême, et combien je suis angoissé », je traduis tant bien que mal « sunekomai », je suis presque pressé, peut-on dire, mais au sens physique du terme, jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. Alors le baptême en question est explicité dans un passage parallèle. Ça, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Il y a un passage parallèle de l'évangile de Marc, chapitre 10, qui explique que ce baptême, c'est la croix par laquelle il faut passer pour accéder à la gloire. Alors, je vais dire ici quelques mots sur l'aspect, disons, profane du projet de domination mondiale et qui me semble essentiellement lié à l'idée d'empire. L'idée d'empire est née dans la Perse ancienne, avec quelqu'un comme Cyrus, le fondateur de l'empire perse, justement. Un empire, ça n'est rien d'autre qu'un domaine à l'intérieur duquel un système juridique est en vigueur. Pour les germanistes, je crois qu'il y en a un à côté, je dirais que das Reich, ça signifie essentiellement der Bereich. Et les premiers mots de la constitution de la République de Weimar, das Deutsche Reich ist eine Republik, sont absolument incompréhensibles pour un Français.
Si je traduis, l'Empire allemand est une république. On me dit, bon, ben, c'est un empire ou c'est une république? Bon, ça veut simplement dire le domaine à l'intérieur duquel les lois allemandes sont en vigueur est gouverné par un régime de nature républicaine. Il n'est donc pas étonnant, donc un empire, si vous voulez, c'est une sorte de toile d'araignée, quelque chose d'assez... toile d'araignée sans nuance péjorative, comme souvent en français, hein, simplement une structure très légère, de nature juridique. On fiche une paix que je n'hésiterai pas à dire royale aux populations, on les laisse avec leurs mœurs, leur langue, leur religion, mais on leur demande le service militaire, d'entretenir des voies qui sont tout aussi royales que la paix en question. On leur demande de fournir des contingents, bon, mais pour le reste, on les laisse tranquilles. Il n'est donc pas surprenant que le rêve d'une extension sans limite, d'un empire universel, si vous préférez, ait été prêté tout d'abord, eh bien justement, au grand roi de Perse, Xerxès. C'est en tout cas ce que nous explique Hérodote, un menteur bien connu, mais un menteur qui a été cru, et qui nous dit, qui prête à Xerxès les paroles suivantes. « Si nous renversons les Athéniens et leurs voisins qui habitent le Péloponnèse, nous ferons que la terre perse ait la même extension que le ciel de Zeus. » C'est-à-dire l'empire couvre, est aussi large, si je puis dire, que le ciel. Hein. To dios aeteri homureusan, dit l'historien grec. En effet, le soleil ne verra aucun pays limitrophe d'une autre. Je ferai de tous ces pays un seul pays, etc. Bien. Par la suite, la figure centrale dans cette représentation du rêve fut Alexandre le Grand. C'est à lui que renvoie l'expression unus non sufficit orbis, hein, un seul monde ne suffit pas, puisque l'historien romain Quinte Curse lui fait dire « Je suis presque arrivé à la fin du monde, hein, à la limite du monde, et je vais le franchir, et j'ai décidé de conquérir, mot à mot, de m'ouvrir une autre nature, un autre monde. » Bon, le satiriste Juvénal reprend cela. La formule a la vie dure, puisqu'on la retrouve au Moyen-Âge, dont je suis censé parler ici, mais je ne m'y limiterai pas. Moi aussi, je ferai un petit peu de l'expansion universelle. On retrouve ça dans le roman de la Rose, sous la plume de Jean Demain, donc dans la deuxième partie. Et on retrouve ça chez Molière, où Don Juan se vante d'être capable de séduire toutes les femmes de ce monde, et éventuellement d'autres mondes s'il en est. Peut-être y a-t-il là une allusion à l'idée de pluralité des mondes, qui recommençait à avoir une certaine popularité, probablement à cause de la redécouverte d'Épicure, etc. Bien. Les grandes découvertes dont il a été question ont eu des conséquences économiques et politiques, sont évidentes, je ne vais pas ici enfoncer des portes ouvertes. Mais elles ont eu aussi des conséquences, disons, spirituelles, dans la mesure où elles ont entraîné une recentration du monde. Avant les grandes découvertes, on concevait l'ensemble des terres émergées comme formant une sorte de trèfle, à 3 feuilles par définition, avec Europe, Asie et Afrique, le centre du trèfle en question se situant géographiquement quelque part au Moyen-Orient et spirituellement, pour les uns dans le Hijaz, à la Mecque et à Médine, pour les autres, juifs ou chrétiens, à Jérusalem. Or, donc, ce que nous appelons maintenant l'Europe, ce qui commençait déjà à s'appeler ainsi, était au bout du monde, pour ne pas dire au diable Vauvert,
en tout cas à l'extrémité des terres émergées, ab vom Schuss, si j'ose dire, en allemand. Bon. Enfin, loin du coup, quoi. Bon. Eh bien, avec les grandes découvertes, l'Europe s'est trouvée, objectivement, peut-on dire, au centre du monde. Et c'est ce qui a fourni l'infrastructure réelle de l'idée d'eurocentrisme sur laquelle je reviendrai à la fin de ces considérations. Alors là, je saute sur le rêve d'une domination mondiale qui a été déjà abordé et bien abordé. Outre les devises qui ont été citées, Rabelais, qui a aussi été cité d'ailleurs, mais plutôt pour sa langue que pour le contenu de ce qu'il a à nous dire, Rabelais attribue le projet d'une domination mondiale au conseiller de Picrochole, ce petit seigneur provincial de la province Tourangelle, et peut-être y a-t-il là une allusion chauvine en faveur de la France et contre l'empereur Charles Quint, dont la devise plus ultra reprenait, cela a été dit, à l'envers la formule nec plus ultra par laquelle Hercule, bâtissant les fameuses colonnes qui ferment le détroit de Gibraltar, aurait assigné des limites aux entreprises humaines, limites qui auraient déjà été franchies par Ulysse d'après le chant 26 de l'enfer, de la Commedia de Dante, et qui ont été concrètement franchies par Christophe Colomb, dont il a été longuement question. Alors je saute ici tout un petit passage qui reprend ce que Peter avait dit dans les deux feuilles là, qui nous ont été soumises sur le rapport entre la démographie et expansion, pour passer à quelques considérations sur l'idée d'une domination de la nature. En effet, l'idée d'un empire universel, d'un empire politique, se combine à la modernité avec l'intention d'une domination des phénomènes naturels. Bon, tout Français connaît le passage de la 6e partie du discours de la méthode où il est question, où notre cher Descartes, notre Descartes national, si je puis dire, parle de devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Il ne faisait guère en l'occurrence que pomper Francis Bacon, qui avait très explicitement formulé ce désir de domination qu'il pensait pouvoir appuyer sur les progrès des sciences d'ailleurs auxquelles il ne comprenait personnellement à peu près rien. Peter a tout à fait justement commenté le frontispice de l'Instauratio Magna, qui est justement l'image de ce franchissement des colonnes d'Hercule. Il y a 2 colonnes, et puis on voit les bateaux qui reviennent de quelque part. Eh bien, donc après cette première remarque, je remarquerai aussi que le désir d'être partout est non seulement un rêve politique de la part de tel ou tel souverain du XVIe siècle et de la suite, puisque le rêve n'est pas mort avec eux, mais il s'agit d'un trait fondamental, non pas d'un type d'humanité, mais de l'être humain en général. Les animaux ont leur niche écologique, qui peut être très réduite, comme le koala, qui ne peut vivre que dans un seul arbre, toujours le même. Cela peut être plus vaste, comme les troupeaux de chevaux dans les larges plaines herbus, de partout où il y en a, y compris en Amérique du Nord, après que les Espagnols aient introduit le cheval. Mais l'homme n'a pas de niche écologique. C'est pour ça qu'il fait des niches à la nature, si j'ose, et qu'il veut être partout. Il y a quelqu'un qui le dit, c'est un personnage de fiction, c'est un personnage d'un des meilleurs romans de Joseph Conrad, Lord Jim, datant de 1900. Alors ce personnage est un Allemand
qui s'appelle Stein et qui s'est installé comme planteur en Malaisie. Il a comme passion l'entomologie. Il a une collection de papillons absolument merveilleuse et il considère que les papillons sont le chef-d'œuvre de la nature et pas l'homme. Et voilà ce que Conrad lui fait dire. Je rappelle qu'il est allemand. Man is amazing, but he is not a masterpiece. Perhaps the artist was a little mad. Eh, what do you think? Sometimes, alors c'est ça qui devient important. Sometimes it seems to me that man is come where he is not wanted, where there is no place for him. For if not, why should he want all the place? Comme l'homme n'a pas d'endroit, n'a pas de... tel le Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête, eh bien, il cherche partout. Il veut être partout chez lui, ce qui évidemment a des conséquences assez désagréables, disons, pour le reste de la nature. De la sorte, l'homme faustien, celui de Oswald Spengler, auquel Peter a fait allusion, cet homme faustien est la réalisation, poussée à l'extrême, d'une tendance qui est essentielle à l'homme en tant qu'espèce. Bien. Je passe peut-être aussi sur un passage entre les rapports complexes et même, inimicaux entre mission et domination. Il ne faut pas s'imaginer que la mission ait été une sorte d'appendice spirituel de la colonisation, puisque les colonisateurs et les missionnaires se sont souvent affrontés. Bon, ça, c'est comme c'est bien connu. Je ne parle pas de l'Algérie, par exemple. L'Algérie est un assez bel exemple, puisque Bugeaud et le cardinal Lavigerie ne pouvaient pas se supporter l'un l'autre. Ils ont passé leur temps à se chercher des crosses. Dans le cas d'un évêque, bien entendu, c'est plus facile. Bien. Alors, ce qui est amusant, c'est que la colonisation a eu souvent l'effet inverse de ce que les missionnaires, éventuellement arrivés dans les fourgons des colons, souhaitaient. Puisque, je cite des phrases d'un historien de l'économie des pays islamiques, Maurice Lombard, très regretté Maurice Lombard, dont l'œuvre posthume a été édité par Hichem Djaït, l'historien tunisien bien connu. Et dans son livre, un livre qui s'appelle « L'islam dans sa première grandeur », il écrit, à propos de l'Algérie au XIXe siècle, « L'islamisation sera surtout l'œuvre de la colonisation française, soucieuse d'uniformiser l'administration. Dans certains coins de la montagne berbère, l'islam, avec le droit et les coutumes que cette religion implique, n'a pris pied que tout récemment, au XIXe siècle, sous l'influence d'un phénomène extérieur, la centralisation administrative française. » Là, c'est la réalisation un exemple concret, d'une loi générale, à savoir que le colonisateur ne cherche pas à faire bouger les peuples qu'il contrôle. Un administrateur veut que les choses restent en place. Et donc, il a plutôt tendance, qu'il le veuille ou non, à figer la situation sociale d'un pays, même s'il peut modifier l'économie, évidemment, à son profit, en grande partie en tout cas à son profit, du pays en question. Alors attendez, j'ai encore, je crois, 10 minutes tout au plus, je ne voudrais pas... non. Donc, deux remarques. Une remarque sur, disons, le fondement chrétien de la mission. Fondement qui peut nous sembler une évidence, mais qui ne l'est nullement. Je veux dire que le christianisme admet qu'il existe un niveau d'humanité élémentaire, un niveau d'humanité qui est commun à tout être humain et antérieur au baptême. Le baptême confère l'adoption filiale, l'adoption par Dieu, mais il n'a pas à conférer l'humanité. L'enfant qu'on baptise est déjà un homme. L'humanité, l'humanité au sens de
l'ensemble des caractéristiques qui distinguent l'humain, relève du stade, enfin, du niveau de la création, et non pas au niveau de la révélation historique. Donc, l'humanité est partagée par tout être qui sort d'une mère humaine. Il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, c'est Descartes, dans une petite œuvre de circonstance, une œuvre polémique. Il écrit cette phrase « Nous sommes hommes avant que d'être chrétiens ». Alors vous allez me dire, ce n'est pas un scoop, évidemment. Bon. Pour nous, c'est une évidence. Et ça ne l'est pas en soi. Autre exemple, chez Wolfram von Eschenbach, donc, qui est mort vers 1220, dans une chanson de geste qu'il a composée à la fin de sa vie, sous le titre de Wilhelm. Wilhelm, c'est Guillaume, c'est en fait largement inspiré du cycle des chansons de geste sur Guillaume d'Orange, les Aliscamps et autres. Eh bien, chez Wolfram, on a un personnage qui est une femme qui s'appelle Guibourg et qui est l'épouse du héros. C'est la fille convertie d'un roi sarrasin. Bon, elle a son équivalente chez le français. Bon, enfin. Eh bien, elle rappelle un principe fondamental en faveur des païens, ceux qu'elle appelle les païens. Elle dit les grandes figures bibliques étaient des païens, à commencer par Adam. Adam, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, il était païen. Élie, alors là, Élie, c'est pas très juste, Élie est quand même dans la Bible. Enoch, même chose. Noé était païen, puisqu'ils sont avant Moïse. Job, alors lui, il était du pays de Hotz, donc un arabe. Les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, tous ces gens-là étaient des païens. Donc la Bible est remplie de païens quasiment à ras-bord. Et elle ajoute, et au fond, nous tous, nous avons été païens avant que de recevoir le baptême. Bon, ça a l'air aller de soi, mais c'est d'autant plus intéressant que tout ceci est mis dans la bouche d'une ex-musulmane. Parce que l'islam, justement, ne reconnaît pas un statut antérieur d'humanité commune. C'est pourquoi il n'a pas besoin du baptême. Tout homme est censé être musulman. Musulman qui le sait, les gens que nous appelons les musulmans, musulmans qui s'ignorent, tous les autres. C'est ce que raconte le Coran, dans le verset 172 de la 7e sourate, donc Coran 7, 172, où Dieu, avant la création du monde, c'est un prologue im Himmel, Dieu demande à toute la descendance d'Adam, miraculeusement tirée de ses reins, euphémisme, ne suis-je pas votre Seigneur? Réponse, bien sûr, oui, comment? Un peu, il y a intérêt. De telle manière que on ne pourra pas dire on ne savait pas. Bon, donc tout homme est musulman. Il n'y a pas de niveau antérieur à la religion, qui n'est pas encore confessée, mais qui est simplement la fitra, qui est la nature innée de tout homme. Dernière remarque sur la notion d'eurocentrisme à laquelle j'ai déjà fait allusion. C'est cette conception d'un caractère d'humanité que l'on suppose commun à tout homme, antérieur aux divisions entre cultures et entre confessions, qui rend possible une sorte d'aplatissement axiologique de l'humain. Une culture peut être plus avancée techniquement qu'une autre, donc plus puissante, plus capable de contraindre les autres à se plier à ses volontés. Elle peut même s'imaginer à même d'apporter aux autres des valeurs qu'elle croira supérieures et donc de les civiliser. Mais elle n'est pas pour autant portée par des êtres qui seraient plus des hommes que les autres, même s'ils peuvent se targuer d'être plus humains, au sens moral du terme, qu'eux, dans le meilleur des cas. Bien. Une conséquence, la notion d'eurocentrisme. Je l'ai trouvée pour la première fois formulée par un économiste franco-égyptien qui s'appelait Samir Amin, qui est mort en 2018. C'est un marxiste bien connu pour ses positions anticoloniales.
L'eurocentrisme veut dire, bon, ben, vous avez tort, vous, Européens, de voir le reste du monde à partir de votre point de vue, à partir de vos propres lunettes. Ce qui est évidemment d'une exactitude parfaite, il n'y a absolument rien à contester, mais il faut remarquer que c'est une accusation qui vaut pour tout groupe humain, voire pour tout individu, voire pour tout être vivant. Tout être vivant a un système perceptif qui lui permet de découper dans la réalité ce qui l'intéresse, c'est-à-dire ce qui lui permet de survivre en tant qu'individu, de survivre en tant qu'espèce. Ce qui est intéressant, c'est que, alors que ce que j'appellerais l'autocentrisme, le fait de voir à partir de soi, alors que l'autocentrisme est partagé finalement par tout être vivant, la capacité de se décentrer est plus rare. Peter a fait allusion, très précisément, à l'essai de Montaigne sur les cannibales, dans lequel Montaigne pose la question, est-ce que peut-être il se pourrait que ces gens-là soient moins barbares que nous? Là, je voudrais faire allusion au genre littéraire qui a été illustré dans la littérature française, tout lycéen sait ça, par les lettres persanes. Montesquieu, dans les lettres persanes, donc en 1721, imagine, comme vous le savez, que des Persans, évidemment fictifs, regardent avec des yeux frais, puisqu'ils ne sont pas habitués à la réalité française, les mœurs des Parisiens. D'où alors une description, évidemment, comique, mais très révélatrice, puisqu'elle fait apparaître comme non évident ce qui, pour nous, va de soi et ne devrait pas de soi, aller de soi. On m'a appris, quand j'étais au lycée, que ce genre de décentrement du regard, dont Montesquieu est peut-être le plus beau représentant, le représentant le plus intéressant, mais certainement pas le premier, puisque la première œuvre semble dater de 1682. C'est une œuvre italienne, L'Esploratore Turco, donc l'espion du Grand Turc, écrite évidemment par un auteur qui n'avait aucune idée ni de la Turquie ni du Grand Turc, mais qui fait passer sous ce pavillon la marchandise d'une critique assez sévère des mœurs européennes. On m'a expliqué donc au lycée, quand j'étais haut comme ça, peut-être même encore plus petit, que c'était dû aux grandes découvertes. On s'était aperçu qu'il existait des peuplades, comme justement les cannibales de Montaigne, qui voyaient les choses d'une manière tout à fait différente de nous et qui pourtant n'étaient pas des monstres ou des animaux. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'il existe une œuvre, et au moins une, dans laquelle ce procédé est employé, et cette œuvre est antérieure aux grandes découvertes. Elle est due à quelqu'un qui n'est pas tellement connu maintenant, qui s'appelait Honoré Bouvet, ou en provençal plutôt Honorat Bouvet. Bon. Il est mort en 1410, c'est-à-dire 82 ans, mon cher Watson, avant la découverte, avant Christophe Colomb. Bon. C'était un moine du midi de la France, et qui a laissé une œuvre, alors qui là a été assez connue à son époque, une œuvre qui s'appelle L'Arbre des batailles. C'est un traité de ce que les juristes appelleraient ius in bello, les règles de droit qui s'appliquent pendant une guerre. Mais là, je pense à une autre œuvre, bien moins célèbre, du titre « L'apparition maître Jehan de Main ». C'est une œuvre rédigée en 1398 et qui raconte un rêve de l'auteur. L'auteur raconte avoir rencontré en rêve Jean de Main, l'auteur de la seconde partie du roman de la Rose. Et il fait intervenir, Jean de Main fait intervenir plusieurs personnages, dont deux. Alors il y a un moine, il y a le second je ne sais plus trop, mais il y a un juif et un sarrasin, donc un musulman. Eh bien, tous ces gens-là attaquent
les mœurs des chrétiens. Alors ils disent, par exemple, chez nous, en islam, on dit que le christianisme est une religion de la charité. Tu parles, il faut voir comment ils se comportent les uns envers les autres. Le juif dit, on nous accuse, on nous a chassés de France. Enfin, le roi Philippe le Bel, c'est évidemment dans le passé, hein. Le roi Philippe le Bel nous a chassés de France parce qu'on pratiquait l'usure, mais regardez ce que font les chrétiens. Ils demandent des taux usuraires encore plus forts que les nôtres, donc voilà. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas le contenu de ces critiques, puisqu'on les trouve chez d'autres auteurs de la même époque. Ce qui est intéressant, c'est que la critique est mise, évidemment de façon fictive, mise dans la bouche de gens qui viennent d'ailleurs, qui sont censés être ailleurs, et dont l'extranéité est même accentuée. Par exemple, le musulman est non seulement musulman, mais il est noir comme charbon, nous dit notre auteur. Alors je trouve que c'est tout à fait intéressant, parce que ça montre que, à la mentalité impérialiste de l'Europe, qui est une réalité, même une évidence, s'adjoignait aussi une attitude d'esprit particulière, à savoir, un minimum de capacité de prendre distance, d'essayer de se demander, tiens, c'est peut-être bien l'autre qui n'a pas totalement tort. Right or wrong, not my country. Bon, donc je terminerai en disant que l'Europe était prête à sortir d'elle-même, ce qu'elle a fait et avec quelles conséquences, en bien comme en mal. L'Europe était prête à sortir d'elle-même parce qu'elle avait déjà à l'intérieur de soi, si je puis dire, des autres bien à elle, ces autres à elle. Alors on peut espérer, je terminerai par cela, on peut espérer que la fin de l'ère coloniale n'entraînera pas la disparition de cette attitude d'esprit, de curiosité pour l'autre et de réflexivité qui, sans excuser quoi que ce soit, fournit au moins un contrepoint intéressant. Je vous remercie. Merci Rémi Brague. Maintenant, c'est Gilles Kepel qui aura la parole. Merci beaucoup. Je suis bien sûr très intimidé de m'exprimer après Peter et Rémi, qui sont des monuments d'érudition et de connaissance. Je dois dire, j'avais lu le texte de Peter avec beaucoup d'intérêt auparavant, je découvre celui de Rémi Brague. J'avais beaucoup lu Rémi Brague, mais je ne l'avais jamais entendu, et on est vraiment dans l'esprit, au sens aussi du mot d'esprit, car je n'ignorais votre sens de l'humour, qui est absolument extraordinaire et qui rend votre propos encore plus savoureux. Alors, on a parlé de décentrement, vous m'avez tendu la perche, c'est ce dont j'allais parler, donc je m'inscris dans votre continuité, tout en disant que nous venons vraiment du centre, puisque vous avez terminé par Jean de Meung, qui habitait au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue Gay-Lussac. Voilà, il y a toujours la plaque. Et donc, on est, d'une certaine manière, on tourne toujours autour du pot. L'idée de l'Europe, dont sur laquelle Peter a beaucoup réfléchi, elle nous est présentée, malheureusement, avec le fruit détourné de nos impôts peut-être, sur ces innombrables panneaux où 37 listes se battent pour notre suffrage de dimanche, pour ceux qui vont se déplacer. Et elle donne du continent, non pas... enfin, de ce continent... je sais pas comment il faut l'appeler, hypostasié ou hyperstasié, non pas tellement l'image d'une expansion, mais plutôt d'une rétractation sur soi-même, qui n'est pas forcément une rétractation narcissique, mais plutôt un sentiment d'inquiétude très profond sur son identité. Et comme vous le savez, les sondages, je n'ose pas parler de sondages devant nos deux collègues qui sont ici
s'inscrivent dans l'histoire, pour ne pas dire dans l'éternité. Les sondages sont interprétés avec prudence, mais donnent une quarantaine de pourcents des voix à l'extrême droite, et l'autre pôle, c'est celui qui proclame avec la France insoumise tout ce que vous savez. Et comme si le débat, finalement, on avait les bras tirés de chaque côté par l'un et l'autre, et qui pose un problème majeur sur la vision et la projection de ce qui pourrait être notre identité européenne, à un moment précisément où celle-ci est soumise à une tension de décentrement absolument inouïe, je crois, en tout cas du haut de mes bientôt 70 ans. En effet, le phénomène qui s'est produit il y a quelques mois, à savoir le massacre, la razzia, à mon sens, perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, suivi de l'hécatombe menée par l'armée israélienne sur la bande de Gaza, a été l'opportunité d'un recodage de la représentation du monde, qui, à mon sens, bouleverse ou chamboule, peut-être, le terme serait plus exact, les rares certitudes que nous avions encore pour nous guider, tels des égarés de Maïmonide, dans notre univers. Nous vivions depuis 1945, d'une certaine manière, dans une sorte d'expiation morale du péché capital de l'Europe, qui était la solution finale portée par les nazis. Et sur la base d'une compensation, si je puis dire, à ce que l'on appela à ce moment-là le génocide, vous savez que le terme est un néologisme créé en 1943 dans les parages de l'université de Columbia, qui donnerait ensuite Edward Said et le début des occupations d'université que nous vivons aujourd'hui, par un juriste ou un légiste juif de la ville qui s'appelait à l'époque Lemberg en Pologne et Lvov aujourd'hui en Ukraine, en Russie, on est passé par toutes sortes de mains d'invasions et de massacres, qui s'appelait Raphaël Lemkin, et qui avait construit la notion, enfin le néologisme de génocide, cette espèce de barbarisme, si j'ose dire, helléno-latin, comme le concept qui consistait à décrire la destruction d'un groupe humain, génos, donc c'était la traduction du grec génos, qui fait que dans les plaidoiries devant la Cour internationale de justice aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette affaire, on ne comprend pas pourquoi il s'agit toujours du groupe humain. L'Amérique du Sud dit que Israël détruit le groupe humain des Palestiniens parce que prouver qu'on détruit un groupe humain qualifie le génocide. Alors, qu'est-ce que c'était pour Lemkin? Ça voulait dire de faire en sorte que un massacre, une hécatombe, etc., n'est pas simplement pour objet de détruire les individus qu'on avait sous la main, mais d'exterminer ceux-ci pour les siècles des siècles, de supprimer leur langue, leur postérité, leur attachement à un sol, etc. Et du reste, Lemkin avait théorisé la notion de génocide, enfin l'avait pré-théorisé avant 1943, à partir d'une réflexion sur les massacres des Arméniens et des Assyro-Chaldéens sous l'Empire ottoman. Il ne le pensera comme victime lui-même d'un génocide, parce qu'il était parti à Columbia à travers la Sibérie, il avait échappé à Lemberg, qu'en 1943 dans l'Upper West Side de New York. Ce génocide, perçu comme donc le crime majeur de l'Europe par rapport à l'humanité, était ce sur quoi avait été fondée la résolution de l'ONU de 1947 pour créer l'État d'Israël,
sur un territoire qui est celui des Palestiniens, qui n'avaient pas été véritablement les participants au génocide, même si le Mufti Haj Hussein Amin al-Husseini de Palestine était un grand admirateur d'Hitler. Et donc, ce qui fait que s'est créé, si vous voulez bien pas gloser là-dessus, le problème israélo-palestinien, jusqu'à aujourd'hui, que chacun d'entre vous interprétera comme bon lui semble. La razzia du 7 octobre, qui fait l'objet d'ailleurs aujourd'hui d'une grande occultation de la pensée dans nos universités, puisque la formule dans le globish, qui fait que plus personne ne peut comprendre bientôt ni Peter Sloterdijk ni Rémi Brague, et pas plus moi, dans le globish universel, c'est, vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, « All eyes on Gaza ». Et petite incidente par rapport aux réseaux sociaux, dans le texte de Peter, pour nous faire songer sur ce qui est actuel, au fond, c'est pas seulement McLuhan, mais tout ce que tu rappelles sur la parénèse antérieure, ça n'est pas que le médium et le message, mais le réseau social, d'une certaine manière, efface complètement la notion de signifié pour produire du signifié qui n'est plus que du signifiant. L'exemple étant dans la politique française, que selon la blague bien connue, j'espère que je ne compte pas dans le temps de parole des élections européennes, ce que je vais dire, Jordan Bardella, qui fait qu'une grande partie de nos enfants vont voter pour lui, ce qui est quand même un truc assez stupéfiant, on dit toujours « l'image est très bien, mais on a oublié de brancher le son ». Et vous savez, le débat où Gabriel Attal, élève de l'école alsacienne, l'a largement dominé, élève du collège de Bondy, tout le monde s'en fiche, puisque parmi ceux qui allaient voter pour Bardella, ça ne les a pas convaincus, parce que c'est l'effet de signifiant de Bardella, ce qu'il représente, son body language, si j'ose dire, en globish, etc., qui l'emporte sur l'autre. Et dans la représentation donc qu'on se fait aujourd'hui de ce qui se passe en Israël et en Palestine, donc la dimension du massacre du 7 octobre, la dimension de razzia, la référence consciente et inconsciente à la razzia originelle du prophète qui a détruit l'oasis juive de Haïbar en l'an 628 et la Sira Nabawiya, c'est-à-dire l'histoire sainte du prophète comme bel exemple à imiter, comme beau modèle, pour parler le langage du christianisme, décrit avec une cruauté délibérée justement le massacre des Juifs qui refusent d'admettre la révélation ou refusent d'admettre, Marie Brague l'a rappelé tout à l'heure, que toute personne est musulmane même si elle ne le sait pas, ce qui fait que les conversions sont nommées par les islamistes parlant francophone des reconversions. C'est ainsi, on se reconvertit, on redécouvre ce que l'on a été, puisque, selon la version officielle, entre guillemets, juifs et chrétiens ont falsifié leurs écritures. Enfin, les prêtres, pour empêcher l'avènement de la véritable révélation, qui est celle du prophète, sceau de la prophétie, Khatem el-Anbiya. Et cette focalisation exclusive sur l'hécatombe qui a lieu à Gaza, d'où All Eyes on Gaza, donc No Eyes on October 7th, et pas d'analyse de ce qui s'est passé du tout le 7 octobre, c'est quelque chose qui est précisément propice à une réécriture de l'histoire de l'Europe, du monde et de son et qui est le fondement, le piédestal, si j'ose dire, du décentrement majeur auquel nous assistons et d'une certaine manière qui est le terminus ad quem, si j'ose dire, du grand récit. C'est interdit de faire un grand récit dans le monde wokisé de l'université aujourd'hui, de Peter Sloterdijk. Pourquoi ? Puisque l'argumentaire de l'Afrique du Sud,
de l'ANC sud-africain. Ça ne lui a pas porté chance, parce que vous avez vu qu'il a perdu le pouvoir, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il en rajoutait un peu pour tenter de le conserver. C'est de dire ce qui se passe à Gaza est un génocide. Donc, le peuple des survivants du génocide pour lequel a été créé l'État d'Israël commet aujourd'hui un génocide. Ipso facto, cela sape la légitimité de la création de l'État d'Israël. Et quel est le véritable génocide dans l'histoire de l'humanité? Stade 2 du raisonnement. Ça n'est pas ce qui s'est passé en Europe, en Allemagne et ailleurs, dans l'Europe occupée par les nazis pendant les années 40. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Le fourisonisme a eu une fécondité qui a dépassé son milieu d'origine, est allé partout aujourd'hui. Puis, de toute façon, c'est une vieille histoire. Ça ne concerne que des blancs entre eux. Le véritable génocide de l'histoire de l'humanité, c'est la colonisation, c'est-à-dire c'est ce qui commence dans ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est la traite négrière, c'est l'esclavage, c'est l'apartheid. Et Israël est l'expression ultime, là, je ne sais pas s'il faut dire la synecdoque ou la métonymie, mais je tournerai vers Rémi Brague tout à l'heure pour qu'il me chuchote la bonne réponse, de cette horreur qu'il faut expier. La Palestine, maintenue comme Gaza, c'est assez intéressant parce que Gaza est un terme qui à la fois exprime... Gaza, c'est un territoire, c'est la bande de Gaza, qui était d'ailleurs, qui a été peuplée pour les réfugiés palestiniens chassés de leurs terres par la création de l'État d'Israël en 1948. Se sont principalement réfugiés à Gaza. Il y en a au Liban, il y en a aussi en Syrie, en Jordanie et ailleurs, mais parce que c'était une terre relativement désertique. Mais Gaza a joué un rôle gigantesque dans l'histoire de l'humanité. Vous avez vu qu'il y a des chrétiens à Gaza, parce que c'était l'aboutissement de la voie de l'encens. L'encens qui arrivait du Yémen, enfin ce qui est aujourd'hui le Yémen, remontait à chameau le long de la plaine de la Tihama, et c'est pour ça que la Mecque et Médine sont sur cette route commerciale. C'était un peu le parallèle de la voie des routes de la soie chinoise que les Houthis sont en train d'interrompre aujourd'hui, ce qui va poser de gros problèmes à l'amour éternel entre l'Iran et la Chine de Xi Jinping. Mais c'est à Gaza qu'était transbordé l'encens sur les navires pour le nettoyer, c'est-à-dire l'empire, les lieux de culte de l'Empire romain et ensuite les églises. D'ailleurs, c'est un grand mystère, mais peut-être que Rémi Braque saura me répondre. Pourquoi est-ce que l'islam a supprimé l'encens et fait les ablutions alors que c'était leur veau d'or, si je puis dire? Donc ça, c'est peut-être nous pourrons écrire un livre ensemble un jour avec Rémi en posant cette question. Je posais la question, c'est lui qui trouvera la réponse, je pense. Et donc, l'expiation du péché originel, qui est le génocide repensé, restructuré, repackagé, si j'ose dire, hein, puisque quand on parle de ce qu'on appelle la French Theory, vous savez, c'est ce qui est parti de ce lieu, du Collège de France. Donc on a envoyé aux États-Unis la pensée de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Bourdieu et de quelques autres. Un peu comme, vous savez, quand Freud quitte l'Autriche-Hongrie, l'Empire, comme vous le disiez, j'ai beaucoup aimé votre définition du Reich tout à l'heure. La Kakania était un Reich, justement, moi, qui vient de Tchécoslovaquie, enfin, ce qui n'existe plus, de Tchéquie ou de Bohême, je ne sais pas, par mes origines paternelles. Effectivement, mon grand-père étudiait au gymnasium de langue tchèque de Tabor. Il parlait bien sûr allemand, mais on ne lui... Enfin, passons. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de construire un nouveau type de génocide fondateur de l'ordre moral du monde, qui n'est plus celui qu'ont commis les nazis contre les Juifs. Le mal absolu, c'est la colonisation, et cela se traduit
par une transformation de la géographie politique, si vous voulez, de la signification géographique du monde. 1945, c'est l'opposition entre l'Est et l'Ouest, elle-même étant une espèce de variation sur le thème de l'Orient et de l'Occident. L'Est n'est plus l'Orient des orientalistes, c'est-à-dire des méchants comme moi, mais est devenu, au contraire, le pôle, c'est Moscou contre l'Occident américain. La question génocidaire, enfin, le génocide, la question génocidaire, est quelque chose qui fait l'objet d'un consensus entre Moscou et Washington. Même si chacun a son idée de derrière, puisque devant les philosophes, je vais citer un philosophe. Mais par exemple, le tribunal de Nuremberg, vous avez un juge soviétique, un juge américain et un juge français, parce que De Gaulle avait crié pour être représenté. Étant entendu du reste que Nuremberg et le génocide, c'est assez différent, puisque, petite parenthèse, à Lemberg, justement, cette ville aujourd'hui Lvov, c'est ce qu'on dirait une histoire juive racontée par Freud, il y avait deux juristes juifs qui se détestaient. Lemkin, qui a créé la notion de génocide, et un autre, Hersch Lauterpacht, un peu plus âgé que lui, qui donc le méprisait, parce qu'il était plus jeune, de 5 ans de plus, et qui disait « mais ça ne va pas du tout, cette histoire de génocide, c'est d'abord une responsabilité collective, c'est très compliqué à prouver dans un tribunal, et puis démontrer l'intention d'exterminer toute une population, ça, le droit n'y arrivera pas. Ce sont les méandres de la politique qui le prendront en otage. » Rétrospectivement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, Lauterpacht, qui était visiblement un pisse-vinaigre, alors que l'autre était plutôt un type assez drôle, avait véritablement vu bien les choses. Et il oppose à la notion de génocide la notion de crime contre l'humanité. Car le crime contre l'humanité est individuable, par exemple, et d'une certaine manière, vous en avez l'écho dans les deux cours de justice internationale auxquelles personne ne comprend rien. La CIJ, la Cour internationale de justice, est édifiée dans l'affaire qui nous occupe sur la recherche de génocide, donc la culpabilité globale d'Israël et derrière la culpabilité globale de l'Europe, et Peter sera amené à la barre pour la démontrer à travers ses écrits. Et de l'autre côté, la Cour pénale internationale, qui, elle, se base sur la notion de crime contre l'humanité individué, d'où les réquisitions du procureur qui a demandé au juge de faire arrêter Netanyahou, Gallant, Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Haniyeh. Oui, c'est une différence entre les choses. Toujours est-il que, quelle que soit la construction, donc on a un recentrement du monde, ou un décentrement du monde, qui va faire, sur la base de l'incrimination génocidaire d'Israël aujourd'hui, qui construit d'une manière, comme une transformation du monde, qui fait que l'Europe elle-même, derrière Israël, est responsable, est incriminée comme ayant construit le génocide, le mal suprême du monde d'aujourd'hui. Et ce qui se traduit, comme je le disais tout à l'heure, par une transformation de Ordo Mundis, pour parler comme tes théologiens, il ne s'agit plus d'Est contre Ouest, mais de Sud global, comme dirait l'interlocuteur de Rémi Braque dans son Ordalie fameuse, Souleymane Bachir Diagne, porteur du bien, de la justice, de la vérité et de la demande de réparation, très importante, face au Nord, représentant le mal. Un Nord dont l'Europe est le coupable par définition. Dernier petit point, si vous me le permettez, j'ai encore 2 minutes à peu près, ça suffira, 2 minutes que je vais un peu gonfler. Les flux dont tu as parlé, Peter, qui sont
mettez le feu au monde, embrasez le monde. Tu as des citations, j'en ai pas le temps de les lire, extraordinaires, sur, je crois que c'est une de Carl Schmitt et une autre sur les vaisseaux qui viennent au port et qui on traverse les océans, on traverse les mers. Or, aujourd'hui, les voies d'eau, que ce soit pas tellement l'Atlantique, c'est vraiment trop long sur des rafios, mais la Méditerranée ou le Rio Grande sont des espaces aquatiques traversés dans l'autre sens par des populations originaires du sud global. J'ai eu la faiblesse de qualifier de imposture idéologique et aberration géopolitique, puisque ça sert aussi à masquer les contradictions de cet univers, comme s'il y avait un sud global et s'il n'y avait pas de contradiction entre État et société, si les populations du sud global, entre guillemets, quand elles traversent le Rio Grande ou la Méditerranée au risque de leur vie, ne fuyaient pas les régimes despotiques. Alors, je suis un peu comme les personnages de Peter qui décrivent les mœurs réprouvables des indigènes qui font des sacrifices humains, des incinérations de veuves et autres, mais qui ne fuyaient pas les régimes despotiques et s'ils ne fuyaient pas la misère pour tenter leur chance dans le Nord maléfique, qu'il soit américain ou européen. Et ce qui est très frappant aussi, c'est ce changement de paradigme qui s'est fait ces dernières décennies et où on vivait dans l'espoir ou l'illusion que, en arrivant dans le Nord ou en étant socialisé dans les pays dits du méchant Nord, les valeurs universelles portées par celui-ci seraient acceptées par les populations qui y arrivaient, ce qui a été beaucoup le cas ces derniers temps. Or, le changement des paradigmes, l'essentialisation d'un Sud global, si vous voulez, justifie qu'une fois arrivé dans le Nord, qui n'a pas de valeur, sauf d'être un État génocidaire construit sur l'exploitation coloniale, on est tout à fait fondé à créer des enclaves protectrices dans lesquelles vont être mises en œuvre les visions du monde religieuses, d'une autre éthique, dont les populations concernées doivent pouvoir conserver les normes. Ce qui pose bien sûr un très gros problème à l'Europe comme idée, dont tu as parlé tout à l'heure, puisque cette Europe comme idée est mise au défi lorsque des enfants au collège ou ailleurs cassent la figure à un autre parce qu'ils sont des koufars, des infidèles, ou ce sont les affaires du port du voile. J'ai été membre de la commission Stasi il y a déjà 20 ans, etc. Et il faudrait en faire une autre maintenant, sans doute, parce que les enjeux sont des vrais. Et on voit donc là que cette idée d'Europe elle-même est aujourd'hui en train d'être taraudée, remise en cause, selon un procédé qui avait été décrit par un auteur anglais dont j'ai oublié le nom, qui était « The Empire Strikes Back ». Donc, c'est pas le Reich, mais c'est le Reich. Donc, voilà quelques considérations que j'aurais voulu inactuelles, mais qui malheureusement sont actuelles, basées sur vos réflexions à l'un et à l'autre. Je voudrais juste faire une petite apostille par rapport à une remarque qu'a faite Rémi Brague à propos de la geste de Guillaume d'Orange. Il se trouve que, pour des raisons que je vous révélerai une autre fois, je m'intéresse beaucoup à cette affaire, et en particulier à un texte qui s'appelle « Le charroi de Nîmes », qui raconte justement comment Guillaume d'Orange, qui avait réclamé un fief à Louis dit le Pieux, lui avait dit va prendre Nîmes. Et Nîmes était sous contrôle des Sarrasins. Vous savez qu'à Nîmes, il y a cette blague, je ne sais pas si je peux la faire au Collège de France sans cette exclusion immédiate. Les Arabes sont arrivés une première fois en 727,
en l'an 727, ils sont revenus en 727, en Boeing 727. Et donc, bon, ça vaut ce que ça vaut, on n'est pas rire, on peut vous scandaliser, ça va être indifférent. Et donc, Nîmes étant aujourd'hui pris justement entre les groupes qui contrôlent le trafic de drogue à Marseille et à Grenoble, d'où une violence terrible dans toute la partie orientale de Nîmes, donc à l'est de la voie ferrée. Et Nîmes a été aussi, vous savez, la première ville qui a envoyé à Daesh des contingents qui ont signé de leur nom. Il y avait à Fallujah des inscriptions. On est les gars du Mas de Mingue, c'est un quartier difficile de Nîmes, vive Daesh, etc. Et donc, parce que, en fait, la Narbonnaise et la Septimanie étaient un prolongement du royaume visigothique d'Espagne qui a été conquis par les musulmans. Et donc, Guillaume d'Orange vient à Nîmes il rencontre un bouvier qui transporte des tonneaux. Et comme pour dire, sans doute, la conversion devait aller très vite, et le scripteur du charroi, de la chronique Guillaume, dit que le bouvier, il l'interpelle, et le gars qui est un paysan local leur dit « Par Mahomet, laisse-moi tranquille », etc. Donc il était déjà tout de suite reconverti. Et ça donne à Guillaume d'Orange l'idée de refaire le coup, si j'ose dire, du cheval de Troie. Il fait faire toutes sortes de tonneaux, il met son armée dedans, et il va voir l'émir de Nîmes. Il lui propose ça, l'autre se moque de lui, il tire sa barbe, il passe un cri, ils sortent tous des tonneaux et il conquiert Nîmes et Guillaume d'Orange à son fief chrétien sur terre musulmane. C'est quelque chose qui a été très occulté dans toute cette affaire, n'est pas connu du tout dans notre récit national. La garde, enfin, c'est pas la garde des Michards, c'est la littérature. Non, Mallet et Isaac, qui sont les auteurs de l'histoire pour les... Comment ça s'appelait? La garde des Michards, c'était Mallet et Isaac, c'était l'histoire. Ça a été occulté par Mallet et Isaac, cette histoire. Mais donc, maintenant qu'on est dans le sud global, on va la réécrire. Et donc, c'est très intéressant parce que vous parliez de la Sarrasine convertie. Vous auriez dû dire, cher Rémi, reconvertie. Je me permets de faire ça. Et oui, parce qu'elle est... Oui, mais elle représente... Pour les... Elle était reconvertie, parce que c'était... Ah oui, elle était déconvertie, oui, déreconvertie. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bon, d'accord. Et donc, j'ai terminé. Je sais que j'ai fini. Mais c'était juste une petite question à Rémi Brague. Et donc, on arrive... Je suis suffisamment arabisé et je n'arrive pas à identifier les noms originels arabes de tous ces chefs, ces ducs, ces émirs de la région, qui sont totalement inconnus dans le vocabulaire latin ou provençal, mais qui doivent, enfin je ne sais pas, il y a une zone là, une zone grise, mais qui me semble très importante pour ce que nous allons. C'est ce qui va nous rester à faire. Voilà, merci. Je ne suis pas sûr, j'ai été un peu hors sujet, mais en même temps dans le sujet. Mais c'est peut-être ce que tu attendais de moi. Merci à tout le monde. Je crois que vous tous, vous aurez compris que mes capacités en tant que présentateur ou, disons, maître de plaisir sont assez limitées. Mais elles sont suffisantes pour comprendre qu'il faut remercier nos invités d'aujourd'hui, M. Brague, M. Gilles Kepel. Merci mille fois. Merci.